Le patrimoine, qu'il soit matériel ou culturel, est sans doute la meilleure trace de notre passé. Ce reportage vous emmène à la rencontre de ceux qui s'emploient à le sauvegarder. En immersion dans les coulisses de l'entreprise Socra, qui restaure des œuvres d'art depuis 1963, à la découverte de la marqueterie d'art de Sylvain Bulot, ou au contact de ceux qui s'engagent pour sauver une chapelle abandonnée. Eux, ce sont les gardiens du patrimoine. Des centaines de personnes sont réunies, place Châteauneuf à Tours. Regards émus, chants, applaudissements. En ce 15 octobre 2016, les Tourangeaux célèbrent le retour de Saint-Martin, leur protecteur fraîchement rénové. Je la trouve très jolie par rapport, bien réhabilitée, par rapport à ce que j'avais vu la première fois quand ils l'ont démontée. Moi personnellement, je la trouve très belle, magnifique. C'était la première fois, depuis sa pose en 1889, que le saint avait quitté son dôme. Il le retrouve 2 ans et demi plus tard, après des travaux de consolidation de la basilique. Le retour d'un véritable symbole de la ville de Tours. Elle était en bon état. Ce n'est pas la statue elle-même qui posait problème, c'est la structure du dôme qui avait montré des signes de faiblesse depuis sa construction en 1890. Elle commençait à connaître des chutes de pierre et des affaissements. Et s'il n'y avait pas une intervention de restauration, la statue menaçait de chuter. Mais où était donc passé Saint-Martin durant tout ce temps ? La réponse se trouve ici, à Périgueux. Car en plus d'être spécialisée dans la truffe et le foie gras, la Dordogne accueille l'une des plus grosses entreprises françaises de restauration du patrimoine. C'est la Socra qui a été choisie par la ville de Tours pour rénover la statue. Régis Fouché, conducteur des travaux, a même conservé un petit souvenir du passage de Martin. Donc c'est la pointe d'origine du paratonnerre de la statue de Saint-Martin, voilà, qui a été remplacée par une pointe qui répond aux normes modernes. Pas moins de 5 artisans ont été mobilisés pendant 6 mois pour redonner à Saint-Martin son aspect d'antan. Cette statue, au fond du hangar, attend de subir le même traitement que le Saint Tourangeau. Une statue en bronze où on voit les œuvres de la pollution qui ont créé des coulures noires. Et notre métier en particulier, comme sur Saint-Martin, a été de conserver cette belle patine verte et d'enlever uniquement ces traces noires pour arriver à une restauration pérenne. Et vraiment, on a vraiment une œuvre qui correspond à l'image de Saint-Martin comme il est arrivé à son début. Cela fait maintenant 10 ans que Régis Fouché travaille à la Socra. Plus qu'un métier, c'est une véritable passion qu'il vaut au patrimoine architectural français, mais aussi mondial. La Socra est mobilisée à l'international pour des rénovations de statues, mosaïques et autres monuments. Pour répondre à toute cette demande, l'entreprise périgourdine s'appuie sur une équipe hétéroclite et c'est ce qui fait sa force. Chaque personne ici dans l'atelier a des parcours complètement différents. Donc vous avez des gens qui ont fait du design, vous avez des gens qui ont fait de l'archéologie, vous avez des gens qui ont fait de la soudure, vous avez des gens qui ont fait plein de profils, mais quand on met tout ça dans le même panier, ça fait une équipe assez efficace, ce qui permet aussi d'évoluer beaucoup et on a un métier qui devient plus qu'un métier, ça devient plus une passion qu'un métier. Impossible pour la société d'estimer la quantité d'œuvres entreposées ici. La Socra, c'est finalement une véritable caverne d'Ali Baba, où se mélangent des œuvres de la Renaissance, du Moyen-Âge ou de l'Antiquité. À chaque recoin, un véritable trésor. Donc cette chanson est relativement imposante. Par rapport à Saint-Martin, est-ce qu'on peut les comparer ? Alors on peut les comparer en hauteur, puisqu'ils font exactement la même hauteur, environ 4 mètres. Par contre, on ne peut pas les comparer, c'est sur le poids. Saint-Martin, comme je disais tout à l'heure, 2 tonnes. Là, on est sur le faune de Paul Dardet, statue en plomb, comme on disait, 5 tonnes. L'entreprise, tel un musée, ouvre parfois ses portes au public. Entre 3 et 4 000 personnes sont venues voir l'archange Saint-Michel passer dans les ateliers en même temps que Saint-Martin. Bon, Saint-Martin était beaucoup moins médiatisé que l'archange, puisque Saint-Martin et l'archange se sont croisés en même temps, ils ont été en même temps dans l'atelier. Et les anecdotes qu'on pourrait vous raconter, c'est que les gens rentrent dans l'atelier et à l'époque Saint-Martin était avant l'archange. Donc on ouvrait les portes et les gens « Ah, c'est ça Saint-Michel !» Ah non, c'est pas Saint-Michel, c'est Saint-Martin.
Saint-Michel comme Saint-Martin peuvent remercier Régis Fouché et ses hommes. C'est en quelque sorte leur passion qui permet à ces monuments historiques de pouvoir être encore contemplés pendant des décennies. Mais le patrimoine matériel des hangars de la Socra n'est pas le seul à devoir être préservé. Direction Richelieu, à 1 heure de Tours. C'est ici que s'est installé, il y a 28 ans, Sylvain Bulot, ébéniste spécialisé dans la marqueterie d'art. Sa marque de fabrique, perpétuer un savoir-faire vieux de 400 ans en utilisant des techniques du XVIIe siècle. Une particularité qui lui vaut d'être reconnue dans le monde entier. Le savoir-faire français est très très recherché. On a eu la chance au XVIIe siècle d'avoir un mécène extraordinaire en la personne de Louis XIV qui a développé énormément ces métiers-là. Et donc effectivement c'est une culture française. Quand vous allez sur un salon international, vous dites que vous êtes français, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la marqueterie. Ah, le savoir-faire français. Sylvain Bulot et ses 6 salariés travaillent essentiellement à la restauration de pièces du XVIIe et XVIIIe siècle. Mais pour tenir les délais imposés par les propriétaires, il est bien souvent nécessaire d'utiliser des moyens actuels. Tout est une question de temps. Gagner du temps, c'est chauffer les cales qu'on a besoin de chauffer avec des résistances électriques. Eux, je sais qu'ils n'en avaient pas. Il faut se poser la question suivante. S'ils avaient eu l'électricité, vous croyez qu'ils l'auraient regardé sans l'utiliser? Non, ils l'auraient utilisé. Donc on peut ne pas s'interdire ce genre de choses. Comme de nombreux artisans du patrimoine, Sylvain Bulot est avant tout un passionné. Les œuvres qu'il restaure lui racontent toujours une histoire. Un meuble passé dans son atelier a d'ailleurs marqué son époque. C'est en ça que c'est très très intéressant dans notre métier, c'est qu'on rencontre des gens qui ont une certaine culture, quand c'est des meubles de famille, ils peuvent nous raconter des choses. Et ce meuble, en l'occurrence, il avait appartenu à Malesherbes. Malesherbes, c'était l'avocat de Louis XVI. Et il y a une partie de la défense de Louis XVI qui avait été écrite sur ce meuble. S'il redonne une seconde vie à des meubles d'un autre temps, c'est avant tout une technique, un savoir-faire que Sylvain Bulot s'efforce de conserver. Un patrimoine immatériel, certes, qui n'en reste pas moins un morceau d'histoire. Elle aussi est un morceau d'histoire, mais elle n'a pour l'instant pas la chance de pouvoir être sauvée. En plein cœur de Tours, dans le quartier des Ursulines, la chapelle des Lazaristes se meurt. Édifié en 1860, l'édifice était laissé à l'abandon depuis plusieurs décennies, jusqu'à son rachat en 2009 par l'Église orthodoxe roumaine. Depuis 2012, c'est le père Nectaire qui tente, tant bien que mal, de redonner vie au monument. Vincent Rivero est délégué départemental de l'association Urgence Patrimoine. Il y a quelques semaines, il a été contacté par le père Nectaire. Et en continuant, vous voyez ici, il y avait des gouttes d'eau qui tombaient comme ça, et aussi comme mes larmes. Je pleurais, je voyais ça et je pleurais. Mais malgré tout, je n'ai pas perdu le courage et j'ai continué de venir, de sécher. Et donc l'eau est passée par les vitraux là. Par les vitraux ou bien par le haut, par le toit. Aujourd'hui, la chapelle est en activité, mais la messe est loin d'être donnée dans des conditions décentes. Du mobilier de jardin, un chauffage d'appoint, on est loin du grand luxe. Depuis le rachat du site, les travaux sont en stand-by. La faute à un manque de moyens et à des problèmes administratifs récurrents. La situation est bloquée, mais le prêtre garde espoir. Vous voyez sur le fond, il y a une fresque qui doit être absolument découverte parce que c'est d'une valeur, c'est du patrimoine national à mon avis qu'on doit remettre en valeur. Le but de notre travail c'est de redonner de la vie à cette chapelle parce qu'elle est digne de ces lieux et ce lieu est digne d'avoir une telle chapelle. Si l'intérieur de la chapelle est à rénover, la façade n'est pas en reste. Alors ici on constate, on regarde bien en haut, toute la corniche sous la zinguerie, voilà. Donc tout est abîmé. Donc toute la zinguerie déjà est défectueuse, plus on ne le voit pas d'ici, mais toute la couverture d'ardoise donc, est complètement obsolète. Donc déjà l'eau a pénétré, elle a passé les ardoises, elle a pris la charpente, donc la charpente aussi est affectée. Sans l'accord de l'archevêché roumain, Vincent Rivero et son association ne peuvent rien faire.
Si la situation se débloque, il restera à récolter des fonds. Au moins 300 000 € seraient nécessaires pour redonner à La Chapelle son aspect d'antan. Pendant ce temps-là, la marqueterie de Sylvain Bulot tourne toujours à plein régime. Notre ébéniste vient de recevoir un meuble du XVIIe siècle. Celui-là va nécessiter plusieurs centaines d'heures de travail. Quand on prend un meuble 17e comme celui-ci, il a une certaine valeur marchande. Et il y a grosso modo entre 200 et 300 heures de travail à passer dessus. Si vous prenez en rapport avec la valeur marchande, ça vaut le coup. Si vous avez le même meuble fait au 19e siècle, il aura le même problème au niveau restauration, donc il y aura aussi 200 ou 300 heures à passer, mais il n'a pas du tout la même valeur marchande. Après 28 ans à rénover, Sylvain Bulot l'admet, il commençait à tourner en rond. L'amoureux du travail s'est donc mis en tête de se diversifier. Innover à partir de techniques vieilles de 400 ans, cela peut sembler paradoxal, mais l'ébéniste l'a fait. Aujourd'hui, on est capable, bon ça c'est un échantillon, on est capable de faire des meubles complets entièrement en verre. Une création inimaginable il y a plusieurs centaines d'années, qu'il a d'ailleurs fait breveter. Le patrimoine technique qu'il s'efforce de sauvegarder n'est donc pas qu'une simple obsession nostalgique, elle lui permet de faire avancer sa profession. Cette passion qui l'anime, il s'efforce de la transmettre aux nouvelles générations. Je fais tout pour faire perdurer, c'est-à-dire que les gens qui travaillent avec moi sont assez jeunes et je leur inculque ma façon de travailler. J'essaye de les intéresser un petit peu à ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire à l'histoire de ces objets et tout ça. Maintenant, ils en font ce qu'ils veulent. Est-ce que je tomberai un jour sur quelqu'un d'aussi passionné que moi? Peut-être. Honnêtement, pour l'instant, je ne l'ai pas encore rencontré. Si le patrimoine d'hier sera celui de demain, c'est grâce à des passionnés comme Régis Fouché ou Sylvain Bulot. Grâce aussi à la témérité et l'espoir du père Nectaire. Le patrimoine n'est pas que la marque de notre passé, comme un poids qui nous empêcherait d'avancer. Il est un élément indispensable de notre avenir.